Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire de la série des lundis du CEP. Ce matin, nous allons parler du compte personnel de formation, notamment dans le contexte actuel d'appels téléphoniques, de démarchage abusif, d'escroquerie, etc., dont on entend parler. Voilà, donc le service public du conseil en évolution professionnelle vous propose de vous informer un peu plus ce matin sur le fonctionnement de ce fameux compte personnel de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions du logiciel de Visio. Et puis dans tous les cas, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site des lundis du CEP. Donc, je me présente, je m'appelle Marie Delon, je suis directrice de projet conseil en évolution professionnelle en région Occitanie au sein du réseau EVA dont on reparlera tout à l'heure. Et donc au programme ce matin, on va parler du cadre légal du compte personnel de formation et on va également évoquer quelques exemples de projets et d'abondements puisque on va le voir, le compte personnel de formation, c'est on va dire un montant en euros que vous accumulez tout au long de votre vie professionnelle et parfois le montant que vous avez sur votre compte ne suffit pas à financer vos projets et donc il peut y avoir différents abondements dont on va parler aujourd'hui. Et enfin, on présentera le service de conseil en évolution professionnelle à la fin. Donc, par rapport au contexte actuel de sollicitation abusive, etc., comme je disais au départ, il faut vraiment être attentif puisque depuis plusieurs mois maintenant, il y a beaucoup de sollicitations trompeuses autour de ce compte personnel de formation. Donc, le compte personnel de formation existe. Ça, c'est pas une arnaque, c'est quelque chose qui existe vraiment, que vous pouvez mobiliser. Par contre, attention, il y a différentes tentatives, on va dire, d'arnaque. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, vous pouvez être appelé et votre interlocuteur vous propose son aide pour créer votre compte, pour activer votre compte personnel de formation. Et donc là, attention, parce que il peut recueillir vos identifiants, votre mot de passe, etc. Et puis finalement, vider votre compte en vous inscrivant sans votre consentement à une action de formation fictive. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qui peut se passer. Autre exemple, votre interlocuteur vous dit que vos droits vont expirer, qu'il vous faut absolument acheter une formation, qu'il vous faut absolument utiliser ce compte personnel de formation. Donc cette information est complètement fausse, c'est-à-dire que les droits que vous avez sur votre compte ne vont pas expirer, vous avez toute votre vie pour les utiliser. En fait, le but de diffuser cette information, c'est de vous pousser à acheter une action de formation, tout simplement. Donc, attention. Ce qu'il vous faut garder en tête, c'est que souvent, dans ces sollicitations abusives, mails, SMS, appels, etc., vos interlocuteurs se font souvent passer pour des membres d'organismes officiels, ministère du Travail, etc. Donc, c'est faux. Sachez aujourd'hui qu'aucune institution officielle ne réalise de démarche téléphonique, mail ou SMS au sujet du compte personnel de formation. Donc voilà ce qu'il vous faut finalement retenir. Il y a des bonnes pratiques, des réflexes que vous pouvez avoir, que vous retrouverez aussi sur le site du CPF et sur le site du ministère du Travail. Quand vous recevez un SMS, par exemple, vous ne cliquez pas sur un lien, vous ne répondez pas. Si c'est un appel, vous raccrochez. Et si c'est un SMS, vous pouvez le transférer directement à la cellule de contrôle de la Caisse des dépôts qui gère le CPF au 33 700. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les institutions officielles ne vous appellent pas concernant le CPF. Donc dès que vous lisez ou que vous êtes démarché, vous raccrochez, ne donnez pas suite. Des fois, vous allez aussi recevoir un email qui vous incite à consulter vos droits, etc. Pareil, vous ne cliquez pas, vous supprimez ce message. Ne partagez jamais vos données personnelles, c'est-à-dire que dans tous les cas, quand on vous appelle pour vous aider à créer votre compte, etc., ne donnez ni vos identifiants, ni vos mots de passe, etc., etc. Donc ça paraît assez logique. Ne vous précipitez pas non plus pour acheter une formation quand on vous dit que vos droits vont expirer. C'est pas vrai. Votre budget CPF, vous pouvez l'utiliser tout au long de votre vie professionnelle. Et enfin, si vous ne souhaitez plus recevoir d'appels pour de la prospection téléphonique, vous pouvez inscrire votre numéro sur le site Blocktel. Donc tout simplement, vous tapez dans votre moteur de recherche Blocktel et vous pouvez inscrire votre numéro.
Et normalement, quelques jours après, vous ne recevrez plus d'appels voilà, de démarchage commercial liés au compte personnel de formation. Donc voilà un petit peu pour le contexte actuel. N'hésitez pas, je vais regarder en même temps s'il y a des questions, je vais me les afficher. Pour le moment, j'en ai pas. Alors attention, pensez bien à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat pour que je puisse les voir. On passe au cadre légal du CPF, donc juste pour que vous puissiez comprendre le contexte, comment fonctionne le compte personnel de formation. Sachez qu'aujourd'hui, toutes les entreprises du secteur privé versent ce que l'on appelle une contribution à la formation professionnelle. Donc c'est une sorte de cotisation obligatoire. Donc toutes les entreprises versent cette cotisation à l'URSSAF ou à la MSA pour le secteur agricole. Et ensuite, tout est reversé à une institution, on va dire, nationale qui s'appelle France Compétences. France Compétences, c'est l'institution, on va dire, officielle qui gère la politique emploi-formation en France aujourd'hui et qui décide des financements liés à la formation professionnelle. Et donc, France Compétences reverse une partie de cette manne financière à la Caisse des dépôts. Et c'est la Caisse des dépôts qui est chargée aujourd'hui de financer du coup les comptes personnels de formation. Tout ça pour vous dire que votre compte personnel de formation, ce n'est pas vous en tant que salarié qui le financez, c'est votre entreprise. Voilà, donc c'est la cotisation formation de votre entreprise qui permet à la Caisse des dépôts d'alimenter votre compte personnel de formation. La cotisation de l'entreprise, elle sert à financer aussi d'autres choses dont on va parler ce matin. Elle sert à financer les projets de transition professionnelle qui sont, on va dire, qui peut être une alternative au compte personnel de formation quand vous n'avez pas assez d'euros, tout simplement, sur votre CPF. On va en reparler. La cotisation formation des entreprises via France Compétences, elle permet aussi de financer la formation des demandeurs d'emploi. Elle permet aussi de financer le service de conseil en évolution professionnelle que je représente aujourd'hui. Et bien sûr, elle permet aussi cette cotisation de financer les projets de développement des compétences des entreprises via les opérateurs de compétences, les OPCO. Voilà, donc ça paraît un peu complexe comme ça, mais ce que je veux en fait finalement vous faire comprendre, c'est que toutes les entreprises du secteur privé versent une cotisation formation et que c'est cette cotisation-là qui permet de financer un petit peu tous les dispositifs qui existent pour vous permettre d'évoluer et de vous former sur le plan professionnel. Donc le CPF, il y a un site internet qui existe, donc moncompteformation.gouv.fr. Quand vous souhaitez activer votre compte ou le consulter, il vous faut absolument passer par ce lien-là. Parce que parfois, justement, vous pouvez recevoir des mails un peu limite, frauduleux, qui vous ramènent vers un autre site pour récupérer vos données personnelles, etc. Donc sachez qu'il n'y a qu'un seul site officiel pour le CPF, c'est celui-là. moncompteformation.gouv.fr. Il y a aussi une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Le CPF, ça existe depuis le 1er janvier 2015, donc ça fait quelques années maintenant. Il est venu remplacer le droit individuel à la formation, le DIF, qui existait juste avant. Et finalement, il a été créé en même temps que le CEP, en même temps que le Conseil en évolution professionnelle. Donc CPF et CEP, ce sont deux outils qui sont à votre disposition pour évoluer, vous former, etc. Aujourd'hui, la gestion du CPF, on l'a vu précédemment, elle est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il y a une délégation de service et donc c'est la Caisse des dépôts qui s'en occupe. Votre compte, il est alimenté automatiquement chaque année. Si vous travaillez au moins à mi-temps, vous avez 500 € par an sur votre compte, dans la limite de 5 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez 5 000 € sur votre compte, vous ne pouvez pas avoir plus. Voilà. Sauf si, bien sûr, vous l'utilisez pour financer une formation. Dans ce cas-là, l'alimentation reprendra. Mais vous ne pouvez pas, en fait, accumuler plus de 5 000 € sur votre compte personnel de formation. Pour les personnes qui travaillent moins d'un mi-temps, l'alimentation, bien sûr, elle se fera au prorata du temps de travail dans l'année. Voilà. Donc, si vous n'avez travaillé, par exemple, que 6 mois dans l'année, vous n'aurez que 250 € sur votre compte. Pour certaines personnes, il y a une majoration, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 500 € par an, vous pouvez avoir 800 € par an, dans la limite donc, de 8 000 €, comme on disait tout à l'heure. Donc les personnes concernées, ce sont les salariés non qualifiés, c'est-à-dire sans aucun diplôme, et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc par exemple, si vous avez une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous pouvez bénéficier de cette majoration.
Par contre, attention, pour en bénéficier de cette majoration-là, vous devez déclarer votre situation sur votre compte personnel de formation. Ce n'est pas automatique, c'est à vous en fait de déclarer votre niveau de diplôme et de déclarer si vous avez par exemple une RQTH ou pas. Il y a un certain nombre de formations éligibles au compte personnel de formation. Cela signifie que toutes les actions de formation ne peuvent pas forcément être financées avec le CPF. Donc, dans les catégories de formation dites éligibles, on va retrouver les actions de formation certifiantes. Certifiant, ça veut dire reconnu officiellement par l'État et notamment par France Compétences, l'institution dont je parlais tout à l'heure. Donc, en gros, il y a 2 répertoires aujourd'hui qui sont officiels. Le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et le répertoire spécifique. Ce sont 2 répertoires de certification. Donc, il faut absolument que la certification soit sur l'un ou l'autre pour être éligible au CPF et pour être d'ailleurs officiellement reconnu par l'État. Ces répertoires, ils se consultent sur le site de France Compétences. Il vous suffit de taper RNCP, par exemple, dans le moteur de recherche. Avec le CPF, vous pouvez également financer de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est pour obtenir un diplôme, sans passer par la formation. Quand vous avez déjà les compétences et l'expérience, par exemple. Vous pouvez financer aussi des bilans de compétences, la certification CLEA, donc ça c'est pour faire reconnaître les savoirs de base, et également sont éligibles les accompagnements à la création d'entreprise et code de la route et permis de conduire. Voilà. Pour être achetée, l'action de formation, elle doit forcément être enregistrée sur le site du CPF, puisque le principe du CPF, c'est que vous avez une offre de formation en ligne et vous allez cliquer tout simplement pour les acheter. Donc, il ne suffit pas finalement que la formation elle soit éligible, il faut aussi que l'organisme de formation ait fait la démarche d'aller l'inscrire, l'enregistrer sur le moteur de recherche du CPF. Donc là, on vous a mis un petit schéma, c'est-à-dire que vous avez votre compte personnel de formation, donc il y a une base de données avec la liste de toutes les formations, on va dire, éligibles, les coordonnées des organismes de formation, etc. Donc les organismes de formation, ils vont enregistrer leur offre de formation CPF sur le site CPF qui les concerne pour que leur offre de formation apparaisse dans la base de données et pour que vous puissiez, vous, directement les acheter. Voilà, ça se passe comme ça. C'est assez facile d'acheter une formation sur le compte personnel de formation. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas trop vous précipiter. Finalement, c'est très simple d'aller acheter, d'aller cliquer. Mais ensuite, si vous souhaitez annuler, vous rétracter, etc., il y a des conditions. Ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas. Avant tout acte d'achat, finalement, vous pouvez rencontrer gratuitement un conseiller en évolution professionnelle pour être sûr d'acheter la bonne formation, être sûr aussi que le CPF, c'est le bon dispositif de financement, parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà, n'hésitez pas à rencontrer un conseiller avant ça. Une fois que vous avez choisi votre formation, il y a 2 possibilités. Cette formation-là, vous la faites en dehors de votre temps de travail, sur vos congés, à distance le soir, par exemple. Donc, si vous le faites hors temps de travail, il n'y a rien à demander à votre employeur, puisque la formation va se faire sur votre temps personnel. D'ailleurs, ce sera complètement confidentiel. Votre employeur ne sera pas au courant que vous faites une formation. Par contre, si cette formation-là, vous souhaitez la faire sur votre temps de travail, vous devez avoir l'accord de votre employeur pour vous absenter de votre poste pour aller en formation. Et là, dans le cas du CPF, il peut refuser autant de fois qu'il le veut sans avoir à se justifier. Voilà, c'est vraiment lui qui décide. S'il accepte, par contre, les heures de formation sont considérées comme des heures de travail et donc votre employeur maintiendra votre rémunération pendant que vous êtes en formation. En termes de prise en charge, la Caisse des dépôts qui finance le CPF ne va financer que le coût pédagogique, c'est-à-dire le coût de la formation, et à hauteur des droits que vous avez sur votre compte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise en charge de frais annexes, frais de déplacement, par exemple, frais de repas, voilà, c'est souvent à votre charge, ou votre employeur peut décider aussi de financer, mais en tout cas, la Caisse des dépôts ne les finance pas. Et il n'y a pas non plus de prise en charge du salaire, c'est-à-dire que si vous faites la formation sur votre temps de travail, votre employeur maintient votre rémunération, mais il n'en perçoit pas de remboursement. Voilà. Il n'y a pas de prise en charge du salaire. Par contre,
vous continuez à être rémunéré dès lors que votre employeur a donné son accord, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas assez d'euros sur votre compte personnel de formation, ça arrive, vous pouvez en fait payer vous-même le complément. Donc, dans ce cas-là, on vous demande de faire un paiement en carte bleue en ligne directement sur le site du CPF. Mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas payer vous-même le complément, vous pouvez étudier donc les différentes possibilités d'abondement. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif, il n'y a pas tout. Donc n'hésitez pas à rencontrer, pareil, un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point sur tout ça en fonction de votre situation. En tout cas, selon vos projets, vous pouvez demander un abondement à votre employeur. C'est-à-dire que si le projet intéresse votre employeur, parce que c'est en lien avec votre poste de travail ou avec les compétences qu'on recherche en entreprise, votre employeur peut décider de cofinancer votre projet. On va voir comment juste après. Vous pouvez aussi bénéficier d'un abondement de la part de votre compte professionnel de prévention. Donc ça aussi, on va en parler juste après. Le compte professionnel de prévention, c'est un autre compte. Donc c'est parallèle au compte personnel de formation. C'est pour les salariés qui sont, on va dire, soumis à des facteurs de risque professionnel, travail de nuit, travail dans du bruit intense, etc. Il y a en fait des points accumulés qui peuvent permettre de financer de la formation. L'assurance maladie peut également venir abonder votre compte personnel de formation. Ça aussi, on va en reparler. Il y a des exemples concrets qui vont venir juste après. Et enfin, si un jour vous êtes demandeur d'emploi, le Pôle emploi peut également abonder votre compte. Si jamais aucun abondement n'est possible, parce que vous n'êtes dans aucune des situations dont on va parler, sachez qu'il y a un autre dispositif qui existe, le projet de transition professionnelle. On en parlera à la fin également. Donc ça, c'est un autre dispositif de financement qui peut être utilisé à la place du CPF quand, notamment, aucun abondement n'est possible ou quand vous souhaitez la prise en charge de votre salaire. Parce que parfois, votre employeur ne va pas autoriser votre départ en formation parce qu'il n'a pas envie de continuer à verser votre rémunération pendant que vous êtes en formation. Imaginons que c'est une formation qui dure par exemple 3 mois. Bon, ben, votre employeur, il va peut-être pas accepter de vous payer pendant 3 mois alors que vous n'êtes pas sur votre poste. Surtout si la formation ne l'intéresse pas. Donc, pour ce genre de formation, il y a d'autres dispositifs, dont le PTP, le projet de transition professionnelle, qui va être intéressant parce que là, le salaire est pris en charge. Ça veut dire qu'on rembourse le salaire à votre employeur. Donc, du coup, ça ne coûte rien à votre employeur et donc, il peut autoriser plus facilement votre absence ou votre départ en formation. Donc, tout ça, on va en reparler de toute façon. Alors, j'ai une question. Allez-vous aborder le CPF dans la fonction publique hospitalière? Non, puisque nous, en tout cas, le conseil en évolution professionnelle dont je m'occupe ne s'adresse qu'aux salariés du secteur privé. Donc, du coup, on ne va pas évoquer ce matin le CPF de la fonction publique de façon générale. La petite différence dans la fonction publique, c'est qu'effectivement, le compte n'est pas alimenté en euros, mais il est alimenté en heures. Voilà, donc c'est un fonctionnement un peu différent. Et tous les abondements dont je vais parler ici ne concernent que le CPF, on va dire, du secteur privé, celui qui est alimenté en euros. Donc là, on va avoir quelques exemples de projets de formation avec les abondements dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'abondement de l'employeur. Donc sachez que si vous êtes salarié donc, du secteur privé, votre employeur peut participer au financement de votre projet de formation, notamment si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte CPF. Donc tout simplement, là, étape par étape, vous allez identifier la bonne formation au regard de vos objectifs, des compétences que vous souhaitez acquérir. Vous allez sélectionner cette formation sur votre compte personnel de formation. Vous allez la rechercher, la présélectionner, on va dire. Et finalement, en cas de reste à charge, vous avez un petit bouton qui vous propose spontanément de demander une aide financière à votre employeur. Donc là, on vous a mis sur l'écran, vous avez un petit bouton « Demander une aide financière à mon employeur ». Donc, vous cliquez dessus et là, vous pouvez télécharger la synthèse de votre projet de formation. Donc, c'est un document tout simplement sur lequel va être indiqué le projet de formation, les dates de début, de fin, le montant que vous prenez en charge, vous, avec votre CPF et le montant qu'il resterait éventuellement à payer pour votre employeur. Donc ça, vous pouvez télécharger cette synthèse. Vous la remettez à votre employeur officiellement.
Et votre employeur, s'il accepte, bien sûr, parce qu'il n'a pas d'obligation à accepter, il versera directement les euros qu'il vous manque sur votre compte CPF. Donc là, il y a toute une procédure pour l'employeur qu'il va pouvoir retrouver sur un site spécifique, sur le site du CPF aussi. Mais en tout cas, si votre employeur accepte, il va verser les euros manquants sur votre CPF de façon à ce que vous puissiez ensuite terminer l'achat de votre formation. Donc, c'est assez simple, cette procédure-là. Quand on ne connaît pas, ça a l'air compliqué, mais en réalité, toutes les étapes sont listées et expliquées sur le site du CPF. Et vous pouvez aussi consulter, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour en savoir plus. Là, on vous a mis l'exemple d'Anaël qui a sollicité un abondement employeur. Donc, Anaël, il est chargé de communication dans un grand groupe de distribution alimentaire. Et lui, il voulait acquérir de nouvelles compétences pour apprendre à créer des vidéos pour le web, pour mettre sur les réseaux sociaux, pour mettre sur le site internet, etc. de son entreprise. Et donc là, il a rencontré un conseiller en évolution professionnelle, donc ils ont ensemble identifié les compétences qu'il fallait acquérir par rapport à son objectif de compétences. Anaël, il a sélectionné plusieurs offres de formation éligibles au CPF au regard des compétences, bien sûr, qu'il voulait acquérir. Il a comparé les offres pour choisir celle qui lui semblait la mieux adaptée. Et une fois qu'il a eu choisi l'offre de formation, il lui manquait quelques euros pour pouvoir la financer. Et donc, avec son conseiller, il a préparé un argumentaire pour proposer cette action à son employeur, en se disant, finalement, c'est une action de formation qui va me servir sur mon poste de travail, qui va servir l'entreprise, et donc, pourquoi pas demander le complément de financement à mon employeur. Donc, son employeur a accepté. Du coup, il a été guidé pour terminer l'achat de la formation en ligne, etc. Et donc, son employeur a abondé son compte personnel de formation à hauteur de 1 050 euros. La condition, c'était qu'il réalise cette formation en dehors de son temps de travail. Donc, c'était une petite formation, c'était 3 jours de formation. Et donc, Anaël, comme il voulait vraiment la faire, cette formation-là, il a accepté de poser des jours de congé pour aller la suivre. Puisque, en fait, Anaël, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation-là, il voulait la faire bien sûr pour s'en servir au travail, mais aussi pour s'en servir un peu à titre personnel. Chez lui, c'est quelque chose qu'il adore faire, monter des vidéos. Donc du coup, pour lui, c'était un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à la fois, son employeur complète le financement, et puis la contrepartie, c'est qu'il suit ces 3 jours de formation sur ses congés. Voilà. Donc tout le monde était content finalement à l'issue. Donc voilà pour le cas d'Anaël et l'abondement employeur. On a un autre type d'abondement qui est l'abondement du compte professionnel prévention, qu'on appelle aussi le C2P. Donc le compte professionnel prévention, tout le monde en a un, c'est-à-dire qu'avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez aller l'activer. Par contre, si vous n'êtes pas exposé à des facteurs de risque professionnel, votre compte reste à 0. Voilà, vous n'accumulez pas de points sur ce compte. Le principe de ce compte, c'est de dire les salariés qui sont exposés à des facteurs de risque, donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être de travailler la nuit, dans des milieux très bruyants ou à forte chaleur, etc. Il y a tout un tas en fait, de facteurs de risque qui sont définis dans la loi. Quand vous y êtes exposé, vous accumulez des points sur ce compte professionnel prévention que vous pouvez aller consulter. C'est votre employeur qui déclare si vous êtes exposé ou pas à l'un ou à plusieurs facteurs de risque. Et les points que vous accumulez peuvent servir à plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez anticiper le départ à la retraite. Si vous avez 10 points, ça vous fait gagner un trimestre, voilà, pour la retraite, par exemple. Vous pouvez aussi, avec ces points-là, diminuer votre temps de travail sans perte de salaire. Et puis, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir convertir ces points en euros pour cofinancer un projet de formation dans le cadre du CPF. Donc, par exemple, si vous avez un point acquis sur ce compte professionnel prévention, vous pouvez le transformer en 375 euros et vous en servir sur votre compte personnel de formation. Donc, ce compte, il ne peut être mobilisé que si vous avez un projet de formation bien précis. Voilà. Vous ne pouvez pas transformer vos points en euros si vous n'avez pas, si ce n'est pas lié en fait à un projet de formation bien précis. Et ce que dit la loi, c'est que pour pouvoir transformer ces points en euros,
vous devez avoir un projet de formation qui vous permette d'accéder à un emploi pas exposé ou moins exposé aux facteurs de risque professionnels. Et dans ce cadre-là, c'est le conseiller en évolution professionnelle qui va contrôler, entre guillemets, que votre projet de formation vous permettra bien d'accéder à un emploi moins exposé à des facteurs de risque professionnels. Donc pour cet abondement-là, on vous a mis l'exemple de Carole, 46 ans. Elle est veilleuse de nuit depuis 5 ans dans un établissement du social. Donc elle travaille de nuit, hein, vraiment depuis longtemps. Elle veut changer de métier parce que ses conditions de travail la fatiguent de plus en plus et elle aimerait revenir vers un secteur dans lequel elle a déjà travaillé, c'est-à-dire le secrétariat. Donc là, Carole, elle vient nous rencontrer et avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle explore finalement le secteur du secrétariat parce que quand on dit secrétariat, finalement, il y a plusieurs métiers qui existent derrière. Donc là, l'idée, c'est d'explorer ce secteur pour découvrir les métiers, comment on y accède, quel est le marché du travail, quelles sont les compétences nécessaires, est-ce qu'il faut passer ou pas par de la formation, etc. Carole, elle identifie que, en fait, finalement, dans son bassin d'emploi, le métier qui a le plus de perspectives d'emploi, c'est plutôt l'assistanat comptable. Et donc, il faudrait qu'elle trouve une formation de secrétariat comptable. Et donc, sa conseillère l'a accompagnée pour identifier la bonne formation. Donc là, en fait, Carole, elle avait 3 500 € sur son compte personnel de formation et elle avait aussi 5 points acquis sur son compte professionnel prévention. Donc, au total, voilà, elle avait 1 875 € sur son C2P, plus les 3 500 € sur son compte personnel de formation. Donc, avec ces euros-là, elle a pu suivre une formation allégée d'assistante comptable pendant 4 mois. Alors, formation allégée parce qu'elle avait déjà une formation dans ce secteur-là, donc elle n'avait pas tous les modules à faire. C'est pour ça que ça dure moins longtemps. Et Carole, elle a décidé de faire cette formation à distance pour pouvoir la réaliser en dehors de son temps de travail. Par contre, elle avait un stage obligatoire à faire. Et là, en fait, son employeur a accepté qu'elle fasse le stage obligatoire au sein du service comptabilité de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de mobilisation du C2P dans le cadre d'un projet, on va dire, de reconversion. Alors ensuite, Carole, une fois qu'elle sera formée, soit elle décide de postuler au sein de son entreprise, bien sûr s'il y a un poste ouvert, soit elle pourra aussi rechercher un emploi dans une autre entreprise. Et donc là aussi, sa conseillère en évolution professionnelle pourra l'accompagner pour cela. On a ensuite un abondement de l'assurance maladie. Donc là, c'est très spécifique. Ça s'adresse aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui aurait débouché sur un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%. Donc là, c'est l'assurance maladie qui estime que voilà, vous avez un taux d'incapacité d'au moins 10%. Et dans ce cas-là, l'assurance maladie peut abonder jusqu'à 7 500 €. Donc c'est quand même un beau montant, en une ou plusieurs fois. Donc, vous pouvez les mobiliser dans les 2 ans à compter de la date où vous avez été notifié de ce taux d'incapacité permanente. Il faut avoir un projet de formation bien défini et c'est le CEP, pareil, qui va vous accompagner à mobiliser cet abondement-là puisque le passage par le CEP est obligatoire, le CEP devant obligatoirement vérifier que votre projet de formation va bien vous permettre de vous reconvertir. Voilà. Donc là, on a un autre exemple. Donc c'est l'exemple d'Antoine, 45 ans. Il est chef d'équipe maçon depuis 11 ans. Et suite à un accident du travail, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain. Et donc l'assurance maladie lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 4%. Et donc là, Antoine, il vient nous rencontrer pour explorer un petit peu ces possibilités de reconversion finalement, puisqu'il ne pourra plus exercer son métier sur le terrain. Par contre, Antoine, il veut rester dans le secteur du bâtiment. Voilà, c'est un souhait, si possible. Et donc là, avec sa conseillère, il identifie finalement un intérêt fort pour le métier de grutier, donc conducteur de grue. Il a pu réaliser une immersion. Une immersion, c'est le fait d'aller sur le terrain, découvrir ce métier auprès de professionnels. Donc nous, on peut prescrire par exemple des conventions de stage pour aller découvrir des métiers dans d'autres entreprises. Donc là, Antoine, il est allé réaliser ses stages découvertes auprès de 2 professionnels grutiers et ça a confirmé son intérêt. Et donc,
Ensemble, ils ont identifié la bonne formation, le financement, etc. Et donc là, ce qui a été décidé, c'est d'utiliser le CPF avec le complément de l'assurance maladie. Finalement, Antoine, il a été licencié pour inaptitude pendant l'accompagnement CEP, tout simplement parce que il pouvait plus, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et son employeur n'avait aucun autre poste finalement à lui proposer, donc il a été malheureusement licencié. Par contre, une fois inscrit à Pôle emploi, il a mobilisé le fameux abondement de l'assurance maladie et il a pu entrer en formation pour obtenir le titre de conducteur de grue et se reconvertir dans ce cadre-là. Voilà. Imaginons que son employeur ait eu un poste de grutier à pourvoir. Il aurait très bien pu suivre cette formation-là avec l'abondement de l'assurance maladie en étant salarié et puis, hop, occuper ce poste-là ensuite au sein de son entreprise. Tout était possible. Autre cas, c'est le cas de Cyril. Donc Cyril, il est opérateur dans l'aéronautique depuis 4 ans et lui veut complètement changer de métier et notamment aller vers le métier de plombier. Donc avec sa conseillère, il s'informe sur le métier, sur le marché du travail, sur comment on accède à ce métier-là, etc. Pareil, il fait des immersions, c'est-à-dire des découvertes métiers. Il fait donc une immersion auprès d'un plombier salarié, une immersion auprès d'un plombier à son compte pour voir un petit peu aussi la différence. Et ils identifient ensemble la bonne formation, le dispositif de financement, etc. Là, le problème de Cyril, c'est que d'une part, il n'a pas assez sur son compte personnel de formation. Il n'a pas de possibilité d'abondement, c'est-à-dire que son employeur ne souhaite pas participer financièrement puisque il n'y a pas de poste de plombier en fait dans son entreprise, donc ça n'intéresse pas en fait son employeur. Et en plus, la formation dure plusieurs mois, elle dure 6 mois. Du coup, le CPF pour Cyril, c'est pas pour ce projet-là, c'est pas le meilleur, on va dire, dispositif. Et donc, avec sa conseillère, il a préparé un dossier projet de transition professionnelle, donc un dossier PTP. Donc, qu'est-ce que c'est ce PTP? Donc, c'est un dispositif différent que le CPF, c'est vraiment autre chose. L'objectif, c'est de pouvoir suivre une formation en vue d'un changement de métier. Alors, il y a toujours le caractère certifiant qui est indispensable, c'est-à-dire le fait que ça débouche, comme on en a parlé tout à l'heure, sur une formation officiellement reconnue par l'État, c'est-à-dire inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Il faut aussi obligatoirement viser un changement de métier. Donc, ce dispositif-là, il s'adresse à tous les salariés du secteur privé, CDI, CDD, intérimaires, etc. Par contre, il faut une ancienneté minimale, c'est-à-dire que par exemple, pour les CDI, pour pouvoir en bénéficier, il faut 2 ans d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les CDD, il faut 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD. Voilà, donc en fonction de votre statut, il y a des conditions d'ancienneté minimale, mais sinon, tout le monde y a droit. Ce dispositif, il est géré par les associations Transition Pro, donc vous pouvez en savoir plus également en allant directement sur le site des associations Transition Pro. Ce dispositif, contrairement au CPF, il y a plusieurs coûts qui sont pris en charge. Donc le coût pédagogique, les frais annexes et votre rémunération. C'est-à-dire que si ça se passe sur le temps de travail et que votre employeur est d'accord pour que vous partiez en formation, votre employeur va maintenir votre salaire, mais il sera remboursé de votre salaire. Donc ça ne coûte rien à l'employeur. Donc vous, ça vous permet de partir en formation en étant rémunéré tout simplement. Et là, le coût pédagogique est pris en charge à 100%, quel que soit le montant que vous avez sur votre compte CPF. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, je dis prise en charge à 100%. En réalité, il y a des plafonds, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse 18 000 €. Voilà. Mais de façon générale, les projets sont pris en charge à 100%. De toute façon, rencontrez un conseiller en évolution professionnelle, comme ça vous avez vraiment toutes les informations nécessaires et surtout l'information adaptée à votre situation particulière. En tout cas, si vous partez sur ce PTP,
vous allez devoir déposer une demande de financement. Donc, vous allez devoir constituer un dossier que vous allez déposer auprès de l'association Transition Pro. Alors là, j'ai mis Transition Pro Occitanie, c'est si vous habitez en Occitanie. Si vous habitez dans une autre région, c'est auprès de l'association Transition Pro de votre région, bien sûr. Et dans chaque région, il y a un calendrier de dépôt des demandes. Voilà. Qu'il faut bien sûr respecter. Donc ça, c'est une différence avec le CPF, c'est-à-dire que le CPF, il n'y a pas de dossier à monter. Il vous suffit d'identifier la formation sur votre compte personnel de formation et de l'acheter en ligne. Voilà. Alors que là, dans le cadre du PTP, certes, la prise en charge est plus globale, mais du coup, comme les dossiers coûtent plus cher, puisque votre rémunération est prise en charge, la totalité du coût pédagogique également, comme les dossiers coûtent plus cher, en fait, il y a une commission qui va étudier les demandes et notamment qui va regarder est-ce que votre projet semble pertinent, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi à l'issue de la formation, est-ce que le parcours de formation que vous avez choisi est cohérent par rapport à votre projet professionnel, etc. Ça veut dire aussi que là, la commission peut refuser tout simplement de vous octroyer le financement. Donc, vous voyez, le CPF, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de commission. Vous achetez, dès lors que vous avez assez d'euros sur votre compte, vous pouvez acheter et démarrer votre formation. L'avantage du PTP, par contre, c'est que malgré le fait que ça passe en commission et que du coup, vous puissiez avoir un refus, votre rémunération est prise en charge et la totalité des coûts pédagogiques également. Et les frais annexes, il y a une participation. Voilà. Donc parfois, selon votre projet, selon si votre employeur partage ou pas votre projet de formation, il vaudra mieux passer par le projet de transition professionnelle plutôt que par le compte personnel de formation, tout simplement. Donc là, dans le cas de Cyril, la commission a validé le financement de son projet de formation. Il est rentré en formation pour obtenir un titre professionnel de plombier chauffagiste et donc il a pu mettre en œuvre son projet, partir en formation en tant que salarié. L'avantage, c'est que son contrat de travail n'est pas rompu, c'est juste que c'est un peu comme un congé payé, on va dire, sauf que c'est un congé formation. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas, si vous en avez, il vous faut les poser dans l'onglet questions, hein, je le redis. Ne les posez pas dans l'onglet chat parce que je ne peux pas les voir. Pour parler un petit peu plus dans le détail du conseil en évolution professionnelle, alors même si là, avec les exemples, vous avez pu voir un petit peu ce que peut faire un conseiller ou une conseillère, sachez donc que c'est un service public, le conseil en évolution professionnelle. Ça existe depuis le 1er janvier 2015. Je l'ai dit, ça a été créé en même temps que le compte personnel de formation. Et ça vise en fait à accompagner tous les actifs dans leur projet d'évolution professionnelle. Donc, c'est gratuit puisque c'est un service public, c'est confidentiel, il n'y a pas de lien avec votre employeur, etc. Et en fonction de votre statut, vous avez différents opérateurs, c'est-à-dire différents organismes qui délivrent ce conseil en évolution professionnelle. Donc, moi, aujourd'hui, je représente le réseau EVA. Donc, nous, on intervient pour accompagner les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Voilà. Si vous avez un autre statut, par exemple, vous êtes un salarié cadre, vous pouvez contacter l'APEC directement, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez contacter Cap Emploi. Et puis, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, l'opérateur, c'est Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est les missions locales. Voilà. Donc, en fonction de votre statut, il vous faut choisir le bon opérateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit votre situation, tout au long de votre vie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. C'est juste qu'en fonction de votre statut, au moment où vous souhaitez le mobiliser, ce ne sera peut-être pas le même opérateur, le même organisme qui va vous dispenser ce conseil. L'objectif du CEP, c'est de vous accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle. Alors, l'évolution professionnelle, c'est très large. Ça peut être de la reconversion, c'est-à-dire vraiment un changement de métier à 100%. Ça peut être aussi une création d'activité, une création d'entreprise. Ça peut être aussi une mobilité interne, c'est-à-dire évoluer au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi rechercher un emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on n'a pas besoin d'être accompagné à la recherche d'emploi, parce qu'on peut très bien vouloir trouver un autre emploi que celui que l'on occupe.
Ça peut être aussi pour être aidé à imaginer des parcours d'évolution dans votre entreprise, par exemple en utilisant le compte personnel de formation. Voilà. Donc là, on parle de développement des compétences en lien avec le poste de travail. Donc, le CEP, ce n'est pas que pour des changements de métier, c'est en fait pour tous les projets qui touchent la formation, l'évolution professionnelle. D'ailleurs, je dis formation, mais le CEP, ça accompagne aussi les projets, comme je le disais, de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Ce n'est pas forcément des projets de formation, d'ailleurs. Donc, comment ça se passe? On va dire qu'il y a 2 niveaux de conseil dans le CEP. Il y a un premier niveau, en général, c'est un rendez-vous qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, un accueil individualisé qui vous permet d'exprimer votre demande, votre besoin, de voir aussi quels sont vos objectifs, quelles sont vos aspirations aujourd'hui, et en fonction d'accéder à un premier niveau d'information. Donc, premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur les dispositifs aussi de financement, et puis de voir avec votre conseiller, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue sur le second niveau de conseil. Le second niveau de conseil, c'est l'accompagnement personnalisé. Et donc là, ça vous permet tout simplement d'analyser la faisabilité de votre projet et surtout d'élaborer un plan d'action pour arriver à le mettre en œuvre. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça dure en moyenne, on va dire 8 heures, si vous faites un parcours complet. C'est une moyenne, puisque comme le CEP, c'est un service public, vous en bénéficiez autant de fois et autant de temps que vous le souhaitez et que vous en avez besoin, tout simplement. Donc là, comment prendre rendez-vous? Vous contactez le numéro unique, qui est le 09 72 01 02 03, ou vous allez directement sur notre site internet mon-service-cep.fr. Vous pouvez aussi aller sur le site national du CEP, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous les actifs, quel que soit leur statut, puisque là, c'est le site dédié aux salariés et aux indépendants. Vous avez également un autre site qui s'appelle mon-cep.org, et là, c'est justement pour trouver le bon opérateur en fonction de votre statut. Donc voilà pour ce webinaire qui était consacré au compte personnel de formation et au CEP. Je vais vérifier s'il n'y a pas de questions, mais je n'en vois pas. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay directement sur le site dès lundi du CEP. Donc, il y a une page dédiée sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.